Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une artiste dont le parcours ne ressemble à aucun autre. Une trajectoire inattendue née d'un simple jeu, portée par ce fil discret qu'on appelle l'intuition. Il y a des histoires qui commencent par un pari, un cap ou pas cap, lancé entre deux adolescents dans un village reculé du sud-ouest de la France. Et puis il y a ce moment suspendu, une scène, des regards, la lumière, et soudain, tout s'aligne. Comme si quelque chose, là, au fond, savait déjà. Notre invitée n'est pas née au cœur des plateaux de tournage, ni de grandes écoles d'art. Elle vient d'ailleurs, d'un lieu où l'on cultive la terre par les rêves. Un lieu fait de silence, de gestes simples, de lumière brute. Et pourtant, très tôt, quelque chose en elle dévie. Un instinct la pousse vers l'ailleurs, vers le mouvement, la scène, le regard, un instinct presque sacré, comme un fil secret qu'elle n'a jamais cessé de suivre. Depuis ce premier concours, à 16 ans, elle n'a jamais vraiment quitté la scène. Mannequinat, cinéma, voyage, elle avance sans calcul, guidée non pas par l'ambition, mais par quelque chose de plus diffus, presque magique. Ce monde, elle ne l'a pas vraiment choisi. C'est lui qui, d'une certaine manière, l'a reconnue, un appel. Aujourd'hui, elle est avec nous pour parler de rêve, d'intuition, de destin et de cette phrase qui résonne comme une promesse. Ose devenir celui dont tu rêves. Carole Brana, bonjour et bienvenue sur Casting Call. Bonjour, merci. Merci d'être là avec nous. Alors, la devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en 2025 ? Alors, pour moi, déjà, merci beaucoup pour ce texte. Je suis hyper émue, très touchée. C'est vraiment beau, quoi. Ça me touche vraiment dans le cœur. Et ne serait-ce que d'être là et de partager ce moment, je peux le dire, je suis devenue, ce que vraiment mon rêve d'enfant, quoi. Ça fait pour plein de raisons. Tu es née dans une famille d'agriculteurs, entourée de ta sœur et de tes parents. Oui. Raconte-moi un peu quel genre d'enfance tu as eu. Il y avait deux choses en même temps. En même temps, la présence de la nature, en même temps, la présence de quelque chose de l'espace et du temps qui nous dépasse, quoi. Enfin, moi, je viens du sud-ouest de la France, c'était la campagne, les 3/4 du village, c'était ma famille, donc c'est pas beaucoup d'autres. Tes parents agriculteurs ? Oui, enfin, mes grands-parents. Nous, on travaillait à la ferme. Moi, quand j'étais petite aussi, je travaillais à la ferme, Wow. avant et après l'école, tu vois. Et en même temps, c'est en même temps cette connexion, et en même temps, c'est très dur. Je veux dire, le monde de l'agriculture, c'est dur. Il faut travailler. S'il n'y a pas de récolte, si la nature, elle dit cette année, il n'y a rien, ben il n'y a rien. Donc, il faut se serrer les coudes, il faut être fort, Donc, il y a en même temps cette douceur de vivre, parce qu'une liberté, de l'instant, de qu'est-ce qu'on est quand on est humain, et en même temps, cette difficulté du travail, de la conscience de, il faut travailler, et parfois, ça ne paye pas forcément, quoi. Est-ce qu'il y avait un espace pour les rêves dans ton enfance ? Alors, j'ai beaucoup rêvé de voyager. De voyager ? De voyager, vraiment. J'attendais quelque part qu'il se passe quelque chose, quoi. J'étais là, il y avait mon cousin qui avait le même âge que moi, une fille d'un an de moins que moi, et puis un autre garçon, quoi. Donc ça fait j'avais envie de rencontrer d'autres personnes, j'étais curieuse de comment c'est ailleurs, comment c'est la ville, comment c'est... Elle était où ta source d'information ? La télévision ? Ma mère contrôlait beaucoup la télévision, donc j'avais le droit de regarder la télévision à certains moments, c'était des dessins animés, et même quand elle regardait les films le soir, on n'avait pas le droit de regarder certaines scènes, enfin c'était plutôt... il y avait la radio, ma mère écoutait la radio, mais en vrai, moi, mes sources d'informations, c'est dehors, l'école, la nature et les copains, quoi. Tu as une sœur également ? Oui, j'ai une sœur. Plus jeune, plus grande ? Elle s'appelle Aurore, elle a 2 ans de plus que moi. Et alors, à ce moment-là, dans l'enfance, ton désir, c'était les voyages, partir ailleurs. J'ai toujours eu ça, contrairement à ma sœur, justement, qui, elle, était très ancrée, qui est très connectée, qui n'a jamais vraiment voyagé, qui est restée jusqu'à ses 28 ans chez mes parents, et elle a une maison encore là-bas. Moi, à 12 ans, je voulais partir, quoi. Tu voulais partir ? Je voulais voir. En fait, je regardais les éboueurs qui passaient comme ça et je me disais, vers où ils vont, moi aussi, je veux suivre ce camion et je veux aller en ville pour voir qu'est-ce qui se passe, quoi.
Donc j'avais une curiosité d'aller voir ailleurs. Enfin, je veux dire, c'était pour moi plus que nécessaire, quoi. À 16 ans, tu fais un pari avec un ami, ce fameux cap ou pas cap. Un pari qui va changer ta vie. Complètement. Tu étais étudiante, 16 ans, tu étais au lycée. Au lycée, ouais, en scientifique, plutôt biologie d'ailleurs. Et en fait, j'étais pas très consciente de mon physique. Hein. Moi, à 15 ans, j'ai été indisposée à 15 ans, donc j'avais un corps de bébé encore jusqu'à mes 15 ans, quoi. Et en un an, j'ai pris 10 cm, des seins, j'ai perdu du poids et je suis devenue cette pseudo-mannequin sans le savoir. Ma sœur m'avait dit, tu pourrais être mannequin. Moi, j'avais pas conscience de ça, quoi. Parce que tu avais les mensurations parfaites et exactes à ce moment-là pour être mannequin. Ouais, mais je rappelle le contexte, la campagne, les fermiers, l'agriculture, tout ça n'existe pas. Il n'y a pas de luxe, de beauté, de la mode, de la fashion. C'est la nature brute, quoi. Donc, j'ai pas conscience de ce que je suis, de ce que je deviens ou ce que. Tu te regardes même pas ? Très peu. Franchement, c'est pas du tout... Et en plus, je suis la petite dernière, on va dire. Il y a ma sœur, qui a 2 ans de plus que moi, ma cousine, qui a 1 an de plus, et on est 3 comme ça, 3 femmes. Et pour moi, c'est les femmes, quoi. Elles sont belles, elles se maquillent, elles se coiffent, elles sortent. Et moi, j'avais pas tout à fait le droit de sortir quand elles avaient le droit. Donc, j'étais la petite. Donc, j'avais besoin d'être drôle pour être présente, quoi. Donc, je faisais des trucs comme ça, genre un peu masculin, pour être quelqu'un d'important. J'étais la petite dernière, quoi. Je cherchais à prouver. Et c'est pour ça que quand le chéri de ma cousine a dit moi je vais être chanteur, vas-y cap ou pas cap, tu fais le truc de mannequin, j'ai dit ouais bien sûr, sans aucune conscience qu'en fait déjà j'allais gagner. Enfin pour moi c'était ça n'existait pas. Il y avait cette femme sublime blonde avec sa mère qui mangeait des graines et qui voulait être mannequin. Je m'étais dit elle va gagner. Et même sur scène quand on a dit Carole la gagnante, j'ai pas réalisé, j'ai attendu parce que je me suis dit c'est elle la gagnante. Incroyable. Donc il a répété. Et c'était quoi ? C'était un concours de village ou C'était le M6 Tour. Ok. Ouais, c'était le M6 Tour à l'époque. Et là tu gagnes. Et là je gagne. Et de là, alors moi il y a deux choses qui s'opèrent. La première c'est je sais à ce moment-là que je veux travailler dans le spectacle. Je le sais. À 16 ans. Ouais, Parce que lorsque tu gagnes ce concours où on te sacralise, on te nomme comme mannequin, qu'est-ce qui se passe ? Tu rentres en agence ? Oui, il y avait l'agence métropolitaine qui s'occupait de ce concours. Et là, les premiers contrats. Et là, non, j'ai pas tout de suite parce que ma mère a dit tu finis tes études et après tu iras. Et merci maman, parce que j'ai fait un BTS en audiovisuel et moi je voulais être chef opérateur. En fait, en étant reconnue dans mon physique, moi j'ai découvert ce que je voulais faire. Et ce que je voulais faire, c'est travailler dans la lumière, sculpter les images et tout. Donc j'ai fait des études pour ça, j'ai eu mon bac, j'ai eu un BTS, à 19 ans j'avais fini tout ça. Et ça proche de chez tes parents ? À Bayonne, à Biarritz, dans le sud-ouest, ouais. Et après, je suis partie à Paris pour 1 année en me disant, bon, j'essaye 1 année, et là, ça fait 25 ans, quoi. Tu trouves ton centre, ton toit, comme tu dis. Quand on arrive du monde rural, justement, qu'on débarque à Paris, grande tige et belle comme tu es, plein de rêves dans la tête, est-ce qu'il a été difficile pour toi de comprendre et de t'adapter à ces codes parisiens ? Alors, j'ai vraiment cru au début que j'étais dans Matrix. Pour moi, c'était... tout le monde allait trop vite, je ne comprenais pas pourquoi les gens ne se parlaient pas. Enfin, il y avait cette espèce de rapidité, je voyais des gens passer. Et moi, mon rythme, il était très différent. J'étais lente. Enfin, on voit le soleil qui se lève et qui se couche et il ne s'est rien passé, quoi. Donc, c'était vraiment toute une réadaptation. Mais j'avais envie de ce challenge. Donc moi, faire 12 castings par jour, je les faisais les 12. Donc j'étais à fond comme ça. Et mes agents me disaient, mais on ne connaît pas de mannequin qui arrive à faire autant de castings. On le sait qu'on vous en donne trop. Et toi, tu les fais tous. Mais moi, j'étais stimulée, quoi. Puis j'avais envie d'aller voir la musique, les concerts, les musées. Enfin, j'avais enfin la possibilité d'être à l'école de la vie, quoi. C'était... L'école de la vie à Paris. Tu montes à Paris pour faire des études d'audiovisuel. Oui. Non. Pour être mannequin. Des études audiovisuelles, je les ai fait bien. Tu les avais terminées ? Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que tu t'es écartée du milieu audiovisuel. J'ai commencé une expérience chez France Télévisions en tant que stagiaire sur les plateaux.
Et même là-bas, on m'avait dit, ça serait bien que tu sois présentatrice. De toute façon, toi, tu vas pas être technicienne, tu vas faire de la production ou être devant. T'es tellement belle. C'est ça. Et en gros, tu vas faire point route, tu vas faire le casting de point route, tu vas pas être présentatrice, etc. Et moi, j'étais un peu vexée. Je me suis dit, mais enfin, quand même, je sais faire des choses et tout ça. Et j'ai réfléchi. Je me suis dit, c'est vrai, j'ai 19 ans, enfin, j'ai le temps de travailler à faire des choses. Je peux peut-être essayer une année, voir qu'est-ce que ça donne. Et donc, j'ai fait le tour des agences et j'ai trouvé une agence et j'ai travaillé tout de suite. Comme mannequin. Comme mannequin. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être une mannequin ? Alors, c'est marrant, je sais pas, c'est vraiment un acte de présence qui a changé, mais je sais que c'est arriver quelque part et offrir de soi-même pour enjoliver le temps. C'est mettre de la beauté au service de quelque chose, quoi. Vraiment. C'est comment on peut être élégant, parce que c'est pas forcément que physique. Évidemment, il y a de la télégénie, de la photogénie et des formes géométriques à respecter. Être mannequin, tout le monde ne peut pas l'être, parce qu'en fait, ça répond à des critères géométriques. Donc, c'est pas une question de personnalité. Il y a des gens qui sont pas gentils, qui peuvent être mannequins. Il y a des gens qui sont très gentils, qui pourront pas l'être. Enfin, voilà. Mais est-ce qu'il suffit d'être belle ? Exactement. Il y a cette première phase géométrique, mais après, en arrivant dans une pièce, c'est aussi de pouvoir sentir comment on crée la beauté. Et moi, ça, je l'ai appris... déjà, parce qu'en fait, j'étais curieuse. C'est-à-dire, je rentrais de quelque part, il y avait un jury qui était là pour juger, mais moi, j'étais curieuse de ces gens. Et c'est pour ça que ça a marché. Parce qu'en fait, il y avait une curiosité partagée. Eux, ils attendaient quelque chose, ils étaient curieux de trouver quelque chose qui soit beau, quoi. Quelque chose qui fasse que le beau arrive. Et moi, j'étais curieuse de me dire, qui sont ces gens, comment on fait, qu'est-ce qu'on crée, qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Est-ce que c'est facile d'être mannequin ? Non, c'est pas facile d'être mannequin, non. Non, c'est pas facile parce qu'il y a de la compétition, parce qu'il y a aussi un rapport à soi-même qui est... ça demande une éthique de soin. C'est comme être un sportif, en fait. Voilà, on a besoin de prendre soin de son corps, de prendre soin de son esprit, et en même temps on est utilisé et on se donne, donc il faut pouvoir se récupérer. Moi je sais qu'après des journées de shooting, j'ai besoin d'être chez moi, de méditer, que personne me touche, personne me parle, pour me recentrer, parce qu'on donne beaucoup et on reçoit beaucoup. Et c'est sur des niveaux qui ne sont pas des niveaux parce qu'on est habillé ou parce qu'on est maquillé, c'est aussi de présence, quoi, quelque chose d'humain qui est là, qui est invisible. Et quels sont les talents qu'il faut avoir pour être mannequin ? Je pense cultiver la joie et la simplicité, redescendre toujours. Et en même temps, le charisme. Et le charisme, ça ne s'invente pas, ça se propose, c'est quelque chose de... Ça se nourrit par la magie, moi je dis ça, c'est très personnel, mais c'est parce qu'en fait, on est content que le charisme il est là, quoi. Et les gens cherchent à être contents. On cherche tous ça. Être une mannequin aussi, c'est être un caméléon et pouvoir se mettre au service d'une histoire, savoir interpréter. Des années de mannequinat, tu as fait carrière. Quel est ton plus beau souvenir en tant que mannequin ? Les voyages. Moi, c'est vraiment... Toi qui rêvais de voyage. Oui. Je suis partie aux Maldives, à Cuba, en Chine. Je voulais partir en Chine, mes agents me disaient, mais enfin, ne va pas là-bas, c'est très dur de travailler. Mais je l'ai fait. J'ai amené une copine à moi, je suis allée à New York, aux États-Unis, au Mexique, partout dans le monde. Mais pour moi, d'avoir eu la chance d'être mannequin, c'est d'avoir eu un visage qui était un passeport, quoi. C'est extraordinaire. Et puis cette beauté française, parisienne, tant recherchée. Est-ce que souvent on parle des castings et de cette course à la minceur, est-ce que ça a été compliqué ? Est-ce que ça a été difficile pour toi, cette injonction physique ? Ça l'est d'une certaine mesure parce qu'en fait, l'injonction physique d'être mannequin, c'est difficile ce métier dans le sens, non pas être mince ou pas, même si ça l'est pour certaines filles, mais moi c'était pas mon cas, mais c'est difficile parce qu'en fait, il faut correspondre à quelque chose, à une image, mais c'est jamais la bonne. On propose, mais c'est jamais la bonne. Donc c'est ça qui est difficile. Après, c'est une éthique envers soi-même. Moi, je sais qu'il y a eu des époques où je voyais des filles qui étaient maltraitées, qui étaient vraiment très maigres, et par leurs agences, etc. Aujourd'hui, on le sait, ça a été une réalité. Et à ce moment-là, je pense que je suis protégée parce que moi, je travaille mieux quand j'avais un peu de poids. Et je suis dans un métier plus commercial, je suis moins dans la fashion, donc je fais des choses dans lesquelles le sourire est présent, c'est ce qui me donne, ce qui me fait travailler. Et quand j'étais trop maigre, on me le disait. Donc c'est quand même étonnant. Enfin, j'ai une expérience complètement opposée de ce qu'on a pu... Ça ne veut pas dire que j'ai pas souffert, hein. Pour moi, quand je voyais des filles qui étaient plus minces et je me disais, je suis pas assez mince, comme n'importe qui, mais finalement...
Aujourd'hui, je me rends compte, et tant mieux que les images changent, et tant mieux qu'on ait plein de femmes de formes et de corps différents, parce qu'en fait, cette joie devient le centre de comment on est mannequin, et moins cette forme, même si la forme est importante. Je veux dire, quand on est pris en photo, on prend 8 kilos physiquement sur le 2D, qui est la photo. Donc, pour paraître moins gros, il faut être plus mince. C'est bête comme ça, mais c'est de la géométrie, quoi. Ce qui est rigolo, c'est que tant de femmes rêvent de devenir mannequin, être une belle femme, mince, grande, et pouvoir devenir mannequin. C'est parfois difficile quand on veut être chef opératrice ou qu'on veut faire d'autres choses. Ça me rappelle cette scène de Carole Bouquet dans Trop belle pour toi qui dit « Vous ne pouvez pas savoir comme c'est dur d'être belle ». Parce que c'est vrai que cette beauté, elle passe ou elle se transforme avec le temps. Ouais. J'en parlais avec mon amie Lincha aussi, qui est cette artiste qui, toute sa vie, on lui dit « Qu'est-ce que t'es belle !» Et en même temps, quelle chance, non, d'être... Mais oui. Qu'est-ce que ça représente pour toi, la beauté ? Alors aujourd'hui, je suis heureuse et touchée d'avoir cette grâce, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un cadeau, mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai eu 20 ans et 25 ans comme tout le monde, envie de me prouver des choses, me sentir pas respectée quand on me dit t'es belle, alors que je me dis, mais enfin, je suis créative, je suis intelligente, dis-moi autre chose, quoi. Sauf qu'en fait, c'est quand même c'est une vraie porte d'entrée pour la bienséance, pour la vie. C'est un cadeau, quoi. Beauty privilege. Ouais. Du mannequinat au cinéma. Ce que j'aime, c'est que dans ton récit, dans ton histoire, il semblerait qu'il y ait tant de signes, d'un chemin presque écrit. Tu parles d'intuition, peut-être même de prédestination. Pourquoi ? Alors, je vais te raconter un truc très personnel. Moi, dans ma famille, mon papa allait pas très bien, ma maman était un peu dépassée, et donc elle est allée voir une voyante quand j'avais 15-16 ans. Et cette voyante lui a dit plein de choses sur ma sœur et moi, et dont sur ma carrière. Je te rappelle que mon cap ou pas cap et mon pari était à 16 ans, donc c'était un peu avant. Et elle m'en a parlé. Je me suis offusquée, mais vraiment, je me suis sentie malmenée. J'ai dit, mais comment tu peux vouloir diriger ma vie comme ça ? Tu veux tout choisir, c'est insupportable, ça veut rien dire les voyants. Enfin, j'étais vraiment en rejet. Et puis moi, ma famille, c'était un peu des sorcières, tout ça, ça me faisait peur dans le village, je faisais des prières, donc j'étais pas à l'aise avec ça et je voulais me rebeller, quoi. 15 ans, 16 ans. Bon, force est de constater que cette personne que ma mère avait consultée avait quand même vu beaucoup de choses. Elle avait dit quoi ? Que je travaillerais dans l'esthétique, dans la lumière, que je partirais à Paris vivre, que j'aurais jamais de problème tellement d'argent, que j'aurais des difficultés à surmonter autour de mes 30 ans personnels et dans ma carrière, mais que ça allait durer très longtemps encore et que c'était ma voie et ma destinée. Donc ma mère était enchantée. Moi, je me disais, voilà, on lui donne ce qu'elle veut. Elle veut une fille qui brille et moi, je n'étais pas contente. Sauf que, in fine, j'ai 40 ans aujourd'hui... voilà, je suis toujours là. Comment tu passes du mannequinat au cinéma ? Une rencontre, un désir ? Alors, moi, j'ai toujours aimé la vidéo. Déjà, parce que j'ai travaillé en tant que chef-op. Dans la technique, j'ai appris à faire de la vidéo, donc plus que les photos, même si les photos, c'est un plaisir. Mais j'ai beaucoup tourné de pubs. Et donc, j'ai rencontré des directeurs et directrices de casting, dont Philippe Elkoubi. Comme quoi, c'est ce que je dis toujours aux comédiens. Quand vous êtes comédien, inscrivez-vous dans des agences de publicité parce que les direcasts ou les réalisateurs sont souvent des personnes qui travaillent dans le cinéma. Bien sûr. Tips. Mais bien sûr, moi j'ai eu 2 personnes qui étaient importantes. Alors une qui m'avait fait vraiment tout un casting avec le réalisateur, etc. Et puis moi à l'époque, j'avais pas tellement envie d'être actrice, donc j'avais dit non, ça m'intéresse pas. Et il voulait que ce soit moi, donc j'ai refusé un projet. Je me rends compte aujourd'hui, j'ai refusé une chance qui était pour moi. Puis après, il y avait Philippe Elkoubi, qui a fait beaucoup de projets, à son âme, qui était vraiment quelqu'un de super, et qui m'avait dit très vite, toi, t'as quelque chose, tu vas faire du cinéma. Et il y a eu Juliette Ménager aussi, qui la grande directrice de casting. Juliette, extraordinaire, qui m'avait dit sur un de mes premiers castings, t'as compris quelque chose, Carole, toi, less is more. Et c'est vraiment quelque chose où, en fait, je me suis dit, il y a intuitivement quelque chose qui est reconnu par ces directeurs et directrices de casting. Less is more, tu veux
Parler de quoi? Lâcher prise? C'était parce qu'on devait jouer et que souvent, il y a des comédiens qui en font beaucoup, etc. Voilà. Et en fait, à ce moment-là où j'avais fait la vidéo, elle m'avait dit, tu vois, c'est subtil, c'est fin, less is more, c'est super, quoi. Et moi, sur le moment, j'avais pas bien compris de quoi il s'agissait, mais j'ai compris plus tard. Et en fait, plusieurs fois, on m'a dit, ce naturel que tu as, qui est déconcertant devant la caméra, en fait, il y a un truc qui joue pas, quoi. Il y a un truc qui est naturel. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et c'est pour ça que je te dis, il y a quelque chose de l'intuition. Mais quand j'étais petite, si je dois être tout à fait honnête, je me rappelais de ça. Quand j'étais petite, que je jouais dans les jardins, etc., je m'imaginais toujours qu'il allait y avoir une caméra qui me filmait. Tu vois, je mettais un objectif quelque part. Alors là, il y a un objectif, et puis je jouais, tu vois, peut-être parce que je me sentais toute seule. Mais... Donc je me dis, tu vois, est-ce que c'est parce que c'était prédestiné, que j'allais avoir tout le temps des objectifs en face de moi, ou est-ce que c'est parce que j'en ai rêvé, ou est-ce que c'est une intuition, c'est un message, je sais pas. Ou un désir profond que tu avais. En tout cas, oui, de voyager, de faire, de et m'amuser. Que tu as créé par cette visualisation. Tu parles énormément d'intuition, de révélation. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as douté, où tu t'es dit, ok, c'est pas ma place. Moi, je viens d'un milieu rural, je suis pas à ma place. On sait que le milieu du mannequinat, la mode, c'est pas un milieu extrêmement gentil. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as douté et tu t'es dit, ce milieu n'est pas pour moi? À plein de moments, et en même temps, c'est cette espèce de catch-22, c'est en même temps bien et en même temps pas bien, en même temps j'y vais, en même temps j'aime pas, en même temps si j'y suis pas, je suis pas content, enfin il y avait vraiment tout ce truc-là, et au bout d'un moment je me suis dit, peut-être il faudrait faire la paix à l'intérieur, peut-être en fait... C'est ça, parce qu'on sent que tout est facile pour toi, tu es tellement belle et lumineuse, et que ce chemin se trace à toi, le mannequinat puis le cinéma. Tu sais, parfois on a l'impression que la vie elle est lisse. Est-ce qu'il y a eu un moment compliqué où, en tant que femme, tu as pu être bouleversée, où tu t'es dit, ok, je retourne vers ma famille dans ce monde rural? Il y a eu beaucoup, déjà parce que j'ai travaillé avec des personnes qui sont des personnes qui ont été malveillantes, et aujourd'hui on en parle. C'est pas un sujet que j'ai évoqué, j'ai été beaucoup sollicitée pour participer à des plaintes, à des de quoi choses, tu parles? Des hashtags MeToo? Ouais, j'ai quand même travaillé avec Jean-Claude Brissot, par exemple, qui a déjà, lui, été condamné, et j'ai travaillé avec lui après sa condamnation. Et c'est difficile quand ici on reçoit Gwendal Marimoutou qui nous parle de sa relation toxique avec son agent qui l'a violé. Quand on reçoit Stéphane Gaillard, qui est celui qui a lancé hashtag MeTooGarçon, qui en a perdu son métier, c'est difficile de libérer la parole, parce qu'en plus, on n'a pas envie d'apeurer non plus. Et puis surtout, on n'a pas envie d'être étiqueté. Mais il semblerait qu'en 2025, il y ait un immense changement. Et il semblerait que lorsqu'on est femme, on est toutes eues, et je me mets dans ce lot, des moments d'agression. Ouais. Cette agression peut être verbale, peut être physique. C'est quelque chose que tu as vécu toi aussi? Tout le temps. Et même parfois par des femmes. Tu sais, c'est étonnant ces métiers. En fait, c'est là où j'ai l'impression d'avoir eu une mise en abîme de tout ça. Mon corps et mon esprit ont été au service de ça. C'est-à-dire que malgré toute l'intention de mettre de la beauté, ce qui est là, c'est aussi des gens qui veulent t'utiliser. Donc c'est paradoxal, il y a les deux toujours en même temps. À quel endroit c'est la limite? Et clairement, ces dernières années, on a fait un vrai travail de nettoyage, quoi, tu vois. Un vrai travail de nettoyage où il semblerait qu'on laisse enfin place aux arts et non plus à ce petit pouvoir qui amène vers la perversion. Oui. Cette perversion que c'est comme un combat pour toi. C'est intéressant parce que tu es extrêmement belle, on l'a compris, très pure et dans la lumière, et tu représentes pour moi la nature. C'est intéressant comment tu viens de ce monde rural. Tu as beaucoup voyagé et tu t'es même retirée au cœur de la forêt amazonienne. Tu peux nous parler de cette période de vie? Écoute, c'est les 4 dernières années de ma vie. J'ai vécu une séparation amoureuse qui était un deuil, quoi. Enfin, ça a été très difficile pour moi. J'avais vraiment investi ma vie et j'avais un rêve que je ne pensais pas avoir, d'avoir construit une famille, une maison, etc. Et ça m'a attrapée dans le mauvais sens, quoi. Genre, ça a été une catastrophe, je m'en suis sortie, j'étais vraiment en grande dépression. Et j'ai recommencé à travailler.
Et cet homme n'aimait pas tellement le travail que je faisais, mannequin, actrice, ça l'insécurisait beaucoup. Et ça, c'est quelque chose contre lequel j'ai dû beaucoup aussi lutter. C'est comment faire ces métiers-là et partager une intimité avec quelqu'un en lui disant c'est pas parce que je travaille là-dedans que je te trahis, parce qu'on fait des choses avec nos corps, avec nos esprits, etc. C'est un gros truc, quoi. Et lui et moi, ça n'a pas fait, quoi. Donc à un moment, j'ai quitté le projet, on va dire, et c'était dur, c'était douloureux. Et puis j'ai retravaillé et je me suis dit mais en fait, je suis faite pour ça, j'aime ces métiers. L'art comme nécessité. Vraiment. Comme un destin, ton Vraiment. seul destin. Et exactement. Et vraiment, et donc en me disant, il faut que je l'accepte. Parce que ça fait maintenant plus de 20 ans, donc ça sert à rien de croire que ça va s'arrêter. C'est ça, et ça va l'être jusqu'à la fin de ma vie. Et à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai pas fait ? J'avais mes amis qui avaient des enfants, voilà, qui étaient mariés, etc. Et moi, je me retrouve sans maison, sans enfants, sans mec. Enfin, j'ai 37 ans. Mais est-ce que c'était un désir profond ou tout simplement ces fameuses injonctions au féminin ? Eh bien, aujourd'hui, alors, attends, je finis sur la question de pourquoi je suis partie en Amazonie. J'ai commencé à faire ces rencontres avec ce qui est le plus étranger, tu vois, le plus étranger de mon étrange, pour pouvoir justement me faire un miroir de qu'est-ce qui est si différent de nos cultures que j'arrive pas à accepter et qui se met en scène parce que sinon, ça marcherait ce que je fais. Et là, j'ai compris qu'en fait, avec toute cette expérience, aller au cœur de l'Amazonie, ça me ramenait à, basiquement, la petite fille que j'étais à la campagne. En pleine nature. En pleine nature. Quand je suis allée là-bas, avec ces femmes, en plein milieu de la forêt, à cueillir des plantes pour apprendre, telle plante aide à soigner la tête, la fièvre, ça c'est pour les courbatures. Et je me suis retrouvée là et j'entendais dans ma tête qui disait « Mais enfin, t'avais déjà tout ça dans le sud-ouest. T'allais avec ton père cueillir des champignons dans la montagne. T'avais déjà tout ça. Pourquoi tu te casses la tête à aller au bout du monde alors que ça existe ici ?» Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Je suis toujours en train de chercher plus loin, alors qu'en fait, à l'intérieur, c'est là. Et même dans ma vie, dans mon pays, c'est là. Et en fait, j'ai trouvé la paix, quoi, en faisant ces voyages. Et je crois que l'enfant que j'étais avait l'intuition. Je voulais voyager pour mieux revenir ici, quoi. Se connecter à soi-même, Exactement. à ta véritable identité et cette singularité. Et justement, quand on parle des injonctions, ce désir d'enfant, de maison, est-ce que c'était un désir profond ? Eh bien, jamais. J'ai jamais eu ce désir profond. Mais j'en ai discuté avec ma sœur, d'ailleurs, il y a plusieurs personnes. Et j'ai des copines qui m'ont un peu rassurée en disant « Si t'as pas d'enfant, c'est pas grave, t'es une femme quand même, quoi. » Je veux dire, c'est pas une obligation identitaire d'avoir des enfants, quoi. Parce que c'est vrai que c'était la question. Pourquoi j'avais pas d'enfants ? Pourquoi ça marchait pas ? Moi, j'ai fait un travail sur le transgénérationnel, etc., pour me dire qu'est-ce qui bloque, quoi. Et en même temps, aujourd'hui, j'en suis là. Je sais pas comment ça se passera demain. Qu'est-ce qui bloque ? Amoureusement. Bien sûr. Parce que ce qui ne bloque pas, justement, c'est cette carrière artistique. Tu as exploré le cinéma, la publicité, le mannequinat, et chaque fois que tu essayes de t'en évader de ce milieu artistique, pour être dans un milieu un peu plus classique, l'art te rappelle. Mais vraiment, ouais. Ouais, vraiment, il y a ce rappel à chaque fois. Et c'est ce qui fait que je sens qu'il y a de l'amour et qu'il y a une destinée, tu vois. Et c'est OK maintenant, je suis en paix avec ça. Et donc évidemment, la personne qui sera à côté de moi aujourd'hui, elle sera dans cette paix aussi. Enfin, je veux dire, je vais pas me fourvoyer, je vais pas penser que je fais pas ça. Je fais ça, c'est OK, j'accepte, quoi. Aujourd'hui, qui est Carole Bralin ? Une comédienne. Une comédienne, oui, une comédienne, mais une mannequin aussi, tu vois. J'ai mis des années à trouver le bon dans ce métier. Et comédienne, mannequin, artiste, et puis surtout, moi, je suis une voyageuse, quoi. Moi, j'aime les voyages. Je voyage quand je fais des shootings, je voyage quand je fais des tournages, je voyage quand je rencontre les gens au milieu de la forêt. Tu te rends compte quand même que c'était ton désir premier de l'enfance ? Ouais, j'ai beaucoup de gratitude, vraiment. J'aime beaucoup ma vie, j'aime beaucoup la vie. Ça n'a pas été sans effort, hein. Il y a eu des moments difficiles, il y a eu des moments d'introspection, de travail très long. Tu vois, j'ai comme tout le monde eu des moments de difficultés où je me suis laissée aller à des addictions, l'alcool, etc., la fête. J'ai arrêté ça, j'ai fait un gros travail sur moi, mais vraiment, je le conseille à tout le monde, quoi, parce qu'aujourd'hui, je suis en paix, je suis heureuse, quoi. Tu as ce besoin vital de créer, d'être en mouvement. C'est venu à toi d'une façon extrêmement naturelle, ce cap ou pas cap pour devenir mannequin. Le cinéma vient à toi grâce à un casting pub. Tout vient à toi d'une façon facile, mais je sais que derrière ça
se cache beaucoup de travail. Qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes ces personnes qui rêvent d'entamer une carrière de mannequin? Tu sais que c'est un des rêves et c'est un des castings les plus recherchés. Les risques, c'est justement trop de succès, trop de beaux voyages, trop de suites et peut-être trop de fêtes, trop de rencontres, trop d'alcool, trop de cocaïne, trop. Quel conseil tu pourrais donner à ces femmes et ces hommes qui rêvent de devenir mannequins? Moi, généralement, j'ai eu des amis qui m'ont dit oui, mon enfant voudrait être mannequin, est-ce que tu veux? Majoritairement, je dissuade les gens d'aller dans ce métier. Pour la simple et bonne raison que si la personne elle a vraiment envie d'y aller très fort, bah déjà c'est un point de gagné. Hein, parce que pour pouvoir continuer dans la durée, moi ça fait 25 ans que je le fais, j'en ai vu des femmes, on est 4-5 à avoir fait 25 ans de carrière. C'est dur. C'est dur dans le sens où en fait c'est dur, non pas parce qu'il y a de la compétition, parce que ça peut être challengeant et c'est amusant, non pas parce qu'il y a un contrôle sur le corps, non pas parce qu'on attend que les autres nous désirent, mais c'est dur parce qu'en fait il faut accepter d'être seul. Et savoir que quand on est seul, on n'est pas seul. Et ce travail-là, c'est un travail sur le temps, l'expérience, la sagesse. Et tout ce métier va te ramener en permanence à ta solitude. Toujours. Tu ne seras pas disponible pour les anniversaires parce que tu auras ce job. Et si tu n'y vas pas, ta carrière elle est foutue. Tu fais quoi comme choix? Tu fais le choix d'être en présence humaine de ta famille ou tu fais le choix de ta carrière? Tu es seul face à ce choix. Toujours. Et donc, il faut être en foi, aligné avec son destin, savoir que c'est une mission. C'est pas un hobby ou une lubie. Non, c'est une passion, c'est un choix de vie. Et donc, il faut être sûr qu'on est capable, seul, d'être entouré et de faire ça, de faire comme une flèche, aller vers la direction tout le temps. Tu es extrêmement déterminée et puis surtout tu oses. Partir en Amazonie, c'est pas rien. Carole Brana, lorsqu'elle est en France, quelle est son hygiène de vie? Quelles sont ses habitudes? Alors moi, je suis vraiment plan aujourd'hui. J'ai fait beaucoup la fête et j'ai arrêté. Donc, je fais attention à ce que je mange parce que j'aime bien manger. Donc, je me fais à manger. Je fais la cuisine moi-même. Je fais du yoga beaucoup. Je fais beaucoup de méditation. Je vais régulièrement faire des week-ends à la campagne, à la montagne. Je vois mes amis. Enfin, vraiment, je fais des choses assez basiques. Je joue de la guitare. Enfin, je fais des choses un peu simples. Voilà, simple pour pas trop compliqué. De l'entretien, voilà, par exemple des bains, du hammam, tout ça, moi, d'être dans des endroits comme ça où je peux méditer, c'est très bien. Et je m'amuse, voilà. Et s'amuser. Ouais, je m'amuse beaucoup. Parce que, quand même, il faut le dire, c'est très joyeux. Hein, c'est quand même très joyeux tout ça. J'ai le grand luxe d'avoir le temps, de m'amuser à apprendre à faire de la guitare à 40 ans, d'aller faire un massage, d'aller faire du yoga, de prendre soin de mon corps et mon être, pour après être présentée face à d'autres personnes et faire mon travail. Je veux dire, c'est... Mais c'est mérité des années de travail. 12 castings par jour, c'est pas rien. Je suis absolument touchée par ta démarche en Amazonie. Je sais que tu veux ramener certains savoirs ici en France. Tu as rencontré une personne qui t'a bouleversée. Pourrais-tu nous parler d'elle? Alors, il y en a plusieurs parce que malheureusement, on ne peut pas toutes les rencontrer sauf si on y va là-bas. Mais vraiment, parce que là-bas, c'est pas qu'une personne, c'est toute une communauté, mais c'est des villages Uniqueen au Brésil. Et cet accueil, cette façon de vivre là-bas est vraiment chargée de réponses à nos questions. C'est basique. Voilà, nous, on a une culture, on a une intelligence, et eux, ils ont une façon de vivre, elles spécifiquement. Les femmes. Ouais, parce qu'en fait, elles ne voyagent pas normalement. Enfin, et donc, aujourd'hui, elles peuvent voyager. Donc, j'ai la possibilité de soutenir ces mouvements, de pouvoir faire en sorte que ces femmes soient à la rencontre de nous ici, parce qu'en fait c'est intéressant de les écouter, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui fait qu'en fait elles vivent tranquillement, en paix, en force, en conscience, sans se poser toutes les questions, sans avoir les problématiques que nous on a, et vas-y que je suis dépressive, et vas-y que je me pose la question de challenge, machin. On peut vivre exactement la même vie avec leurs conseils, mais en paix. Et moi, ça c'est un cadeau que j'ai envie de partager, parce que je sais qu'elles m'ont enseigné ça. Donc je suis contente parce qu'il y en a certaines qui vont potentiellement venir en Europe et j'aimerais vraiment que ces femmes soient entendues, écoutées pour ce qu'elles sont parce qu'en fait c'est un exemple pour nous, basiquement.
vraiment, c'est des réponses à des questions qu'on se pose tous les jours. Genre, est-ce que je vais aller bien? C'est quoi le sens de ma vie? Qu'est-ce que je fais là? Tu me disais que ce sont des femmes extrêmement puissantes et impactantes. Oui, mais je pense qu'à voir sur site, c'est quand même assez impressionnant. Enfin, moi, je me sens vraiment ridicule. Elles ont une force, mais c'est une force aussi physique, ne serait-ce que d'aller là-bas et de cueillir le manioc. Hein, c'est difficile, c'est bête, hein, mais moi je viens d'un milieu d'agriculteurs, donc je sais ce que c'est, mais là-bas c'est genre, il fait chaud, il y a des feux, il n'y a plus d'eau, enfin, les dégâts climatiques sont tels que c'est une catastrophe, quoi. Et elles sont là, et elles donnent de l'amour, et elles donnent de l'amour à leurs enfants, à leurs maris, qui chantent et qui Quelle est l'énergie la plus vibrante que tu trouves là-bas? La paix. La paix. La paix. Et beaucoup la joie, parce que ce peuple, Unikwin en tout cas, cultive vraiment la joie, la célébration. Mais là-bas, la première fois que je suis allée là-bas, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais mon cerveau est calme. Quel est le moment le plus grossier ou douloureux que tu as eu dans ta carrière? Il y en a eu tellement. Il y en a eu beaucoup. Ouais. D'humiliation? Ouais, je sais même pas si j'oserais en parler tellement c'est humiliant, tu vois. Ouais, c'est trash quand même. J'ai eu des trucs trash, tu vois, des choses pas jolies, quoi. Des propositions, des choses... J'avais à une époque une agence, mais bon, c'est pareil avec des acteurs ou des producteurs, ou tu vois, genre... Mais j'ai un exemple là qui me vient fort. Déjà, je travaillais avec Gérard Depardieu, donc Gérard Depardieu, on sait ce qu'il est aujourd'hui. Moi, sur le moment, j'avais dit j'ai travaillé avec un monstre du cinéma français, parce que ça m'arrangeait de dire c'est un monstre du cinéma, comme ça, au moins, tout le monde l'appelait le monstre. Mais maintenant, on peut comprendre pourquoi on l'appelle le monstre. Donc voilà, c'était monstrueux, et moi, j'étais fière, parce que c'était une fierté de travailler avec lui, et aujourd'hui, c'était aussi monstrueux, donc c'est délicat, quoi. Parce que quand on était dedans, voilà, on était dedans, et c'est soit tu t'es dedans, soit tu sors et tu parles, et dans ces cas-là, c'est fini, quoi. Et avant ça, en tant que mannequin, moi, j'avais des agences qui m'envoyaient faire des tests avec des photographes connus, etc. Et un jour, je me retrouve dans un appartement avec un photographe qui me montre des photos de mannequins à moitié nus sur une fourrure, en disant « Regarde, j'ai pris tel mannequin. » Et il me dit « voilà, ce serait bien qu'on fasse les mêmes photos. » Moi, j'ai toujours dit non aux nus, hein. Et il me dit, alors pour te mettre à l'aise, je vais éteindre la lumière. Voilà, j'ai éteint la lumière, ça serait peut-être bien que tu te mettes un doigt dans le cul, tu vois, genre des trucs comme ça, horribles, quoi. Et donc moi, j'étais là assise comme ça, en train d'attendre. J'avais 22 ans, puis je sortais de là, prétexter quelque chose comme j'ai mal à la tête, je m'en vais, avoir envie de vomir, et puis après appeler mes agences en disant, faites pas ça. Ne faites pas ça. Cette personne a un problème. Et après, dire le nom à tout le monde, en disant, mais pas de manière officielle, faire un travail de petite fourmi en disant, ce photographe, cette personne, attention, cette personne n'y allait pas, cette personne n'y allait pas. Et c'est un travail de fourmi, mais c'était le seul travail dont j'étais capable, quoi. Quel est le moment le plus réjouissant, ton plus beau casting, ta plus belle aventure cinématographique ou shooting photo? Je crois que c'est ce voyage aux Maldives, mais il y a fort longtemps, quoi. Déjà, j'ai rencontré une fille hollandaise qui est toujours mon amie aujourd'hui. Et on avait rencontré un Allemand qui était là pour les saisons. J'étais sur une île déserte. J'étais payée pour être sur une île déserte. J'étais jeune. Je faisais des photos avec des couchers du soleil incroyables, cette nature sublime. Et puis on riait le soir, on avait été sur une île 4 étoiles tous ensemble à boire du champagne, enfin, cette espèce de moment d'être sur terre mais au paradis, quoi. Ce qui revient constamment quand on t'entend, c'est la nature, la grâce de l'esthétisme, parce que l'esthétisme, cette beauté qui est une grâce de Dieu ou pas, ça revient énormément. Et tu as gardé cette pureté que tu veux nous amener d'Amazonie. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Carole, à la petite, cette petite fille qui était dans son monde rural? Dis donc, ça me fait presque pleurer. T'inquiète pas, tout va bien se passer, c'est rigolo ce qui arrive. Vraiment. T'as tout pour réussir, t'as tout pour t'amuser, t'inquiète pas. Merci Carole. Merci beaucoup. Merci Carole Brana pour ce délicieux moment et à bientôt. À bientôt.